Et bonjour à tous, bienvenue sur Esprit Rugby. Aujourd'hui, épisode sur l'UBB. On vous fait la preview du top 14 sur la saison qui va venir, en parlant notamment de l'intersaison de l'UBB. Avant qu'on commence, pensez à vous abonner, à liker les différentes émissions. Aujourd'hui, on commence à être de plus en plus nombreux et votre soutien nous fait plaisir. Et c'est toujours un réel plaisir, justement, d'échanger avec vous sur l'espace commentaire notamment, toujours en restant dans la bienveillance pour faire grandir cette petite communauté. Voilà, le programme du jour, il est simple, c'est le même que toutes les autres previews. On parle de l'année précédente, du mercato, de où va un petit peu le projet UBB, du joueur à suivre sur la saison prochaine. On se risque à un petit pronostic de classement sur la saison à venir. Et une fois que tout cela sera fait, à mon avis, ce sera déjà pas mal. Avant qu'on démarre et que Max nous présente un petit peu le projet UBB, est-ce que vous voulez dire un petit truc à nos internautes ? Plaisir. Plaisir. Tour de force. Tour de force, plaisir. On est parti, Max ? T'es parti là ? On est parti là. Moi, je suis chaud là. Ouais, l'UBB, cool. Ça va être cool. Du coup, petit retour sur. Il a jamais dit ça pour un petit club. Pour les clubs qui gagnent, ah ouais, ça va être cool, on va parler des gagnants là. Excuse-moi, j'étais obligé de te la faire. Qui gagne, mais justement, la saison dernière en top 14, 8ème. Hein. Ouais. Donc ça gagne, mais pas tant que ça. Donc non, 8ème la saison dernière en top 14. Pire saison depuis 2018 quand même. Donc ça fait pas beau sur le palmarès quoi. Avec notamment 4 défaites à domicile, dont cette dernière journée complètement folle où ils se font expulser du top 6 par Clermont. Du coup, j'ai un peu voulu réfléchir et trouver pourquoi ils avaient raté ce qualif. Et donc, j'ai trouvé 2-3 stats un peu sympas. Déjà, il y a 13 joueurs qui ont joué plus de 1000 minutes en top 14. Ok, ce qui est énorme. Ce qui est quand même solide. En plus de ça, ils ont enchaîné 12 matchs consécutifs. L'année 2026, pour elle était compliquée. On en a parlé dans une précédente preview, mais jouer sur les deux tableaux, c'est compliqué. Il faut le préciser quand même qu'ils finissent avec un titre la saison. J'allais y venir. Et la dernière stat que j'ai trouvée hyper intéressante, et je m'en souviens que Pierrot, tu nous en parlais souvent quand tu étais coach, mais ils ont gagné que 3 matchs contre des équipes de top 6. Donc des matchs un peu à 8 points, ils les ont beaucoup perdus, donc forcément derrière ça se paye cash quoi. Donc voilà pour le top 14, mais cette saison elle est quand même réussie parce que champion d'Europe, donc forcément que ça annule un petit peu ça sauve leur saison. Ça sauve leur saison. Ça sauve le regard qu'on a de leur saison, parce que sinon si on ne jugeait que sur le prisme du championnat de France, c'était un Bordeaux qu'on avait du mal à reconnaître, qu'on avait vraiment du mal à reconnaître. Donc voilà, au niveau du staff, ils ont tous prolongé là jusqu'en 2029. Il y a juste Thibaut Giroud et un autre prépa qui sont partis. Ça reste quand même une perte notable, parce que on sait que Thibaut Giroud, il est un peu vu comme le prépa, le meilleur prépa en tout cas de France. Qu'est-ce que t'en penses, Kao, toi, de la prépa de Thibaut Giroud ? C'est ce qui était dit. Après, je sais que cette année, il y a eu beaucoup de problèmes avec Yannick Bru notamment. Il y avait de la friture sur la ligne entre les deux. Il y en a toujours d'ailleurs, parce que contractuellement, c'est pas réglé à 100%. Normalement, il était censé rester. Giroud, il devait pas partir. Là, aujourd'hui, il tient un petit peu il tient. On sait pas trop, mais en tout cas, contractuellement, c'est pas réglé. Théoriquement, il devrait débarquer à Bayonne, mais il a pas encore démarré son exercice parce qu'il est encore en contrat avec l'UBB. C'est quelque chose qui ne doit pas permettre à l'UBB d'avancer sereinement, là où on dit souvent que pour qu'un projet marche bien, il faut que ce soit aligné dans toutes les strates. Là, entre guillemets, ton directeur de la performance physique, c'est quand même des rôles qui sont très importants en top 14. Si c'est pas réglé, c'est quand même chiant. Oui, clairement. Notamment que c'est quand même quelqu'un qui prend beaucoup de place dans un staff, quoi. Donc c'est pas juste un préparateur physique, quoi, j'ai envie de dire. Oui, c'est un peu le préparateur physique star, c'est quasiment un des rares qu'on va dire le grand public connaît. C'est vrai. Donc ça c'est sûr que pour l'UBB c'est quand même un point important à noter. On va voir que dans le projet il y a quand même beaucoup de choses qui sont très bien faites, mais ça c'est pour qu'ils attaquent leur saison prochaine sereinement, il faut que ça se règle assez vite. Faut que ça se règle, exactement.
Qu'est-ce qu'on fait? On passe sur les arrivées du coup. Tu veux directement rapidement. parler du mercato? Ouais. Bah attends, avant on rebondit un petit peu sur l'année. Rebondis, Comment alors. tu l'as senti Ouais. cette Bah, année, moi, je tiens quand même à dire que vous m'avez vendu Bordeaux comme oui. moi je Ils pensais qu'ils peuvent allaient jouer finir sur, champion. ouais, Hein. ils Moi, je peuvent pensais jouer qu'ils allaient sur finir les champion. sur les deux tableaux. Il y a pas de problème. Quand je vous disais attention les gars, le top 6 c'est pas fait encore. Alors C'est vrai, mec, Je me alors je vais te dire un souviens, truc. à 7-8 Quand journées tu de vas la dire fin, des tartines ouais. dans ce podcast, crois-moi bien que maintenant je vais toujours te les Non, non, rappeler mais parce je qu'il y en a eu des je vous tartines. les hein. affiche Il y quand en a même, déjà, parce que il y en a déjà eu des vous tartines. m'avez quand même bien taillé. Non, t'as pas taillé, on était juste bon, pas d'accord, tu oui, vois. oui, non mais oui. Ah, tranquille. Non, mais ça en va, vrai, je rigole. c'est complètement fou ce qui s'est passé. Surtout- Oui, surtout ils que- avaient fait le plus complètement dur et il leur restait presque le plus simple. Et... Ouais. Oui, non mais. Non mais moi je pense que tu vois là, par contre la vision sur la fin de saison de Bordeaux, s'ils étaient passés dans les 6, ça aurait été un contender réel sur les matchs de phase finale parce que sur la fin de saison, même s'il y avait de la fatigue, ils avaient quand même trouvé un 23 type Oui. qui était très dangereux en termes de comment ils démarrent, comment ils finissent. Ouais. C'est juste qu'ils ratent le coche du top 6 sur un match où entre guillemets Oui. c'était quand même tu vois de se dire qu'ils allaient perdre leur dernière journée de championnat à domicile contre Clermont. Ouais. Il aurait fallu parier ta maison dessus. Je suis sûr que tu croyais même non, plus. c'est toi. sûr. Tu l'aurais pas fait, quoi. Moi, vraiment, j'ai pas été étonné de la fin de saison de Bordeaux. Tu vois, je le sentais un peu venir, sans dire de. Mais c'est sûr que de toute façon, Bordeaux, sur des phases finales, sur un match, vu l'équipe, ils sont capables de tout. Donc, bien sûr que c'était un épouvantail aussi. Hein, ça aurait été un épouvantail. Bah, en fait, là où ils ont eu des grosses difficultés, je pense que c'était aussi. Ça pouvait être aussi attendu qu'ils arrivent à figurer sur les deux tableaux parce que quand ils avaient construit leur effectif en termes de profondeur sur l'intersaison précédente, C'était pour ça. on se disait que c'était quand même un effectif très profond. Le seul problème, c'est que dans ces périodes de doublons ou de creux, quand ils ont dû faire reposer des cadres, et notamment ça s'est vu sur la deuxième partie de saison, bah en fait, les numéro 2, numéro 3 au poste, ils répondaient pas aux attentes de faire tourner la machine bordelaise en l'absence des gros. Ils ont développé une dépendance à leur leader, que ce soit Lucu, Jalibert, Notamment la Bielbarré. charnière. Enfin, je cite Bielbarré, mais c'est même Mais pas non. le cas, c'est vraiment Non, Lucu, ouais. Jalibert. Ouais. Ouais. Et où Martin Pagerello, par exemple, pour ne citer que lui, qui fait un gros début de saison, qu'on voit moins sur la deuxième partie de saison, Ouais. c'est ça aussi qui crée le gros problème. Et ça, est-ce que c'était réellement anticipable ? Pas sûr. Mais c'est ce qu'on avait dit aussi sur une précédente preview. Le fait qu'ils jouent la Champions à fond fait qu'au final, leurs joueurs de rotation ne trouvent pas de rythme hors du top 14. Et au final, le top 14, c'est un peu la jungle. C'est dur de... quand tu trouves pas de rythme sur tes 2, 3e rotas, c'est dur de trouver du rythme sur un match à l'extérieur, je sais pas, où tu vas jouer, imaginons, le Stade Français. C'est quand même un peu délicat. Et je pense qu'ils ont un peu mal géré la mise en confiance de leurs mecs derrière leur gros leader, tu vois. Ouais. Bah, disons que c'est sûr, quand tu regardes, si tu prends une équipe type, tu te dis, ok, oui, Bordeaux, ils sont en capacité de faire le doublé, Champions Cup top 14, mais en fait, c'est pas qu'un 15 type ou un 23 type. Mais une c'est ça que saison. je te dis, Donc, hein. oui, Quand oui, tu je prenais sais bien. l'effectif complet, Ah oui. c'était... Oui, mais mais en fait, ce qui manque pour moi, c'est une charnière, une rotation. Bah oui, charnière, tu clairement. vois. Parce que tous les autres postes devant, etc., il y a quand même de la qualité suffisante pour faire tourner la machine. Ouais, mais si tu les compares à Toulouse, d'autres clubs du top 14, oui, ils sont après pas, Toulouse, c'est quand même à part. oui, mais d'accord, mais ils ont les mêmes. C'est les deux équipes qui ont l'objectif de faire un doublé, quoi. Oui. Entre guillemets, c'est les deux seuls qui peuvent avoir cet moi je pense objectif-là. que cette année en top 14, c'est un peu un accident de parcours, tu vois, parce qu'à mon avis, leur effectif, il était bien construit. C'est juste qu'il y a des joueurs qui ont peut-être pas fait des bonnes saisons alors qu'on les attendait dans un gros rôle. Tu vois, c'est juste ça. Et ils ont cherché des solutions en cours de saison. Ça n'a pas marché, mais ça n'a pas marché sur l'histoire d'un match. Parce que s'ils perdent pas contre Clermont, ils se qualifient 5e. Ouais. Ils jouent un barrage contre la section paloise à Pau. Quid de leur saison? Ça se trouve, on aura un discours complètement différent sur un match. Donc en fait, le truc, c'est que si tu juges sur une performance isolée, tu peux pas résumer un projet sur c'est blanc ou c'est noir. Ouais. Tu vois? Ouais, après, Dans les projections, en gros, on va dire sur les prochaines saisons, leur truc, il est assez solide pour se dire il est pérenne dans le temps. Tu vois? Et puis c'est quand même une saison où, même s'ils se font en top 14, ils vont chercher un titre. Donc, quel que soit, entre guillemets, ça veut dire quand même que c'est bien construit, quoi.
Bah, oui. Avant la saison, tu leur dis t'es mais... hors top 6, mais t'es champion d'Europe. Oui, tout le monde signe. Oui, mais t'es content. Bah, après, à voir, est-ce que tu préfères être champion d'Europe ou champion de top 14 ça, je pense qu'ils veulent juste être titrés, tu vois. Oui, mais pour moi, quand même, c'est bien construit, mais ils n'arrivent pas à trouver un remplaçant. Je suis d'accord avec Cabo. Mais je suis d'accord avec lui aussi. Oui, je suis d'accord avec lui aussi, mais le constat, je le trouve très froid. Tu vois, par exemple, notre lecture de voir Bordeaux mieux en fin de saison, elle n'était pas déconnante. Non, mais. Ah bah non, mais c'était logique. Parce que surtout, ça, on allait aussi des fois dans ton sens à se dire, oui, c'est vrai qu'il y a cette incertitude, mais on pensait qu'ils allaient passer l'orage, ils le passent pas pour un match contre Clermont en plus où ils font jouer tôt leur leader et ils passent au traviole. Non mais personne n'aurait vu Bordeaux hors du top 6 même à 5-6 journées de la fin. Mais parce qu'on s'attendait pas que ce soit autant serré encore une fois, je pense. Oui, puis surtout il y a la trajectoire du Racing et de La Rochelle qui ont amené deux projets où on s'est dit ils étaient peut-être un peu plus décrochés. Ils finissent l'année 2026 en trombe les deux. Au final, très émoussé quand tu vois, par exemple, le barrage de La Rochelle ou même la demi du Racing. Mais sans ces deux projets-là qui ont fait un run que personne n'attendait, normalement Bordeaux avait, on va dire, assez bien géré leur rota. Ce qui fait tâche, par contre, c'est les 4 défaites à domicile, dans des périodes de doublons, là où entre guillemets, si tu lâches des points, c'est peut-être plus à l'extérieur, tu vois. Les 4 défaites à Chaban, elles font mal, quoi. La bascule, je pense, ça a été la défaite contre Montpellier à domicile. Celle-là, oui. Parce qu'avant, ils étaient encore bien, ils étaient largement dans les clous, et là, ça. Oui, tu rentres dans un. Puis ils sont senti la vraie bascule. Dans un cycle un peu négatif. Attention. Là, à partir de ce match, on s'était fait la réflexion de ok, le top 14, c'est quand même un autre niveau que la Champions. Ce que je veux dire, parce que Montpellier était arrivé avec des intentions et Bordeaux était vraiment sans réponse alors qu'ils avaient fait jouer justement leur grosse équipe, quoi, simplement. On peut passer sur le point. On peut y aller. Mais laisse-nous bagarrer des fois, tu sais. Alors, sur les arrivées déjà. On a deux piliers, donc... On a combien d'arrivées au total, déjà ? 7 arrivées. Ok. Un pilier de Nevers, Pakadze. Donc, pilier intéressant, qui a joué 25 matchs, même 1000 minutes, donc voilà. Pilier géorgien, solide, numéro 1 en poste, fermé, en Pro D2. Afan qui est de retour de prêt mais blessé au pec et qui devrait être reprêté à Brive à la fin de sa blessure en décembre. Ok, d'accord. Vu sur le site officiel de l'UBB, donc à voir. Assez bizarre. Ça c'est peut-être on va dire c'est peut-être aussi dépendant des trajectoires, pourquoi pas, t'en parleras peut-être après, mais à droite il n'y a pas non plus fou. Alex Moon qui arrive de Bayonne, pareil, qui a pas mal joué, mais 16 matchs, 9 titus, voilà. Ça redonne de la profondeur au poste de deuxième ligne, ça arrive pour compenser peut-être le départ de Swinton, un peu utilisé en deuxième ligne. Willis, donc, qui est la grosse recrue phare, meilleur joueur du championnat anglais, c'est vraiment... qu'ils auront pendant les périodes de doublons, en plus. Du coup non éligible à la sélection anglaise, ça c'est vraiment une signature... qui connaît déjà en plus la structure pour y être déjà passé. Après, je pense qu'il n'a pas réussi à passer le cap d'équipe d'Angleterre. C'était, à mon avis, pas prévu à la base dans son pronostic et son chemin de carrière. Pour moi, il voulait rester en Angleterre pour jouer en équipe d'Angleterre. Il était réutilisé par la sélection. Ils lui ont peut-être pas fait la place qu'il attendait. Oui, je pense. Par rapport à sa domination qu'il avait sur le championnat anglais. Peut-être qu'il y a eu aussi un contexte un peu d'ego où il s'est dit au final, est-ce que vraiment je me bagarre autant à perdre très certainement en qualité de salaire, en qualité de vie pour être un joueur de rotation dans ma sélection nationale. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Après, c'est le frère de Jack, je pense que... Oui, ça a dû influencer aussi. Ça a dû influencer, ils échangent beaucoup, ils ont peut-être... c'est un choix de carrière. Moi, je trouve que c'est un choix étonnant, surtout qu'il arrive juste avant l'exercice de Coupe du Monde qui arrive, donc il ne sera pas éligible. Est-ce qu'ils veulent pas le forcer le trait, ces deux frères Willis, à dire à la fédération anglaise changer les règles, comme l'avait fait l'Australie sur la Coupe du Monde 2023 juste avant.
C'est vrai que c'est aussi fou de se dire qu'ils vont se passer de ces deux mecs-là, quoi. Ouais, c'est le débat. Puis ça fait quand même beaucoup râler les supporters anglais qui justement poussent un peu, voilà, de dire c'est pas normal de se passer peut-être notre meilleur joueur en parlant de Jack Willis, mais. Oui, puis de leur deuxième meilleur joueur en parlant de Tom, non peut-être. Tu vois, imagine la situation à l'inverse, ça nous arrivait, nous en tant que Français, on se disait, on a potentiellement nos deux meilleurs troisième lignes qu'on ne peut pas sélectionner. Tu te poserais des questions, sachant que l'Angleterre, dans le tirage de la Coupe du Monde, ils ont eu un tirage assez favorable. Ces Anglais, ils ont toujours dans la chance, j'ai l'impression. Mais du coup, dans un tirage favorable, tu te dis autant optimiser entre guillemets nos chances d'être champion du monde. Tu vois, mais à voir. Sujet à suivre. On enchaîne du coup avec Dan Duplessis qui arrive des Stormers, un centre de 31 ans qui a un profil intéressant parce qu'il peut jouer 12 et 13 et qui vient pour soulager au vu de la longue blessure de Van Resburg au tendon d'Achille. Qui est en phase de reprise, Van Resburg quand même. Mais voilà, on sait pas comment. On sait pas comment et dans quel état il va revenir, mais c'est aussi compensé. Tu vois, l'année dernière, ils ont perdu 2 porteurs sur une longue période. Ce qui a été obligé. Tu vois, de redécaler par exemple Penaud dans une position de 13, est-ce que c'était vraiment quelque chose de souhaité avant la saison, tu vois, même si ça a bien marché. Je pense que ça a été un arbitrage qu'ils n'ont pas forcément voulu faire, quoi. Et pour finir, deux jeunes en devenir de Pro D2, 2 jeunes ailiers, donc Avogadro et Delpuech. Ça, c'est des signatures super intéressantes, moi je trouve. Qui arrivent de Grenoble et d'Aurillac respectivement, avec tous les deux quelques matchs de Pro D2. Mais 2 jeunes. Avogadro qu'on a notamment bien vu avec les U20, qui est un ailier avec un profil hyper intéressant, et surtout il signe les deux jusqu'en 2029, donc ils signent tous les deux jusqu'à la fin de leur contrat espoir, donc c'est quelque chose qui coûte pas cher et qui peut amener de bonnes choses. Ça ressemble un peu à la trajectoire qu'ils avaient donnée à Louis Barré à l'époque, à le signer sur et même avec Nicolas Deporter, c'est vrai à les signer sur des longs termes, sur des contrats plus faibles et pouvoir avoir un effectif plus dense autour, donc à voir. Même Gazzotti au final, et Bordeaux, ils sont assez friands de ces joueurs qui arrivent des Grenoblois surtout. Des Grenoblois, c'est vrai. En fait, ils prennent des joueurs qui signent à long terme sur des contrats espoirs, qui donnent énormément de profondeur à leur effectif, et ils sont surtout pas t'es pas à l'abri d'une surprise énorme de bien le faire progresser, et que ce gars en fait à 20 ans c'est déjà un titulaire identifié du poste. Puis il leur donne du temps parce que 3 ans il leur donne du temps, puis il leur donne du temps de jeu surtout. Tu vois, c'est pas on prend des jeunes juste pour prendre des jeunes. Non, mais je pense que la cellule de recrutement travaille bien et qui cible quand même bien les jeunes qui ont le potentiel d'aller jouer en top 14. C'est vrai qu'ils se ratent rarement quand même. Ils se ratent rarement. Au niveau des départs, au contraire de Grenoble, qui ne croient pas, qui ne croient pas vraiment en ces jeunes, et au final non mais ils doivent en revenir. Après la Pro D2, on en a déjà parlé, c'est quand même un peu plus la jungle. Disons que t'as peut-être un petit peu moins le temps de construire tes jeunes éléments, et surtout pour les gros cylindrés de top 14 qui ont beaucoup d'internationaux, au final les jeunes c'est une aubaine, parce que dans les périodes de doublons il en faut pour compléter ton effectif. En Pro D2, t'as pas de période de doublon parce que tout le monde doit jouer toute l'année et toujours avec des gros objectifs, donc c'est plus dur de lancer des jeunes. C'est le paradoxe, tu vois. C'est plus facile par exemple de lancer des jeunes dans une cylindrée comme l'UBB ou Toulouse ou la section paloise potentiellement qui devient une équipe grosse pourvoyeuse du 15 de France, mais sur les projets plus bas, c'est plus dur. Puis il va te battre contre Bordeaux quand on appelle un de tes joueurs alors que t'es Grenoble, quoi. Compliqué aussi. Oui. Avant, il pouvait y avoir la réflexion de se dire je pars dans un projet plus haut où je jouerai pas, où je vais être barré par des joueurs plus importants, sauf que les joueurs importants, tu veux leur donner du frais. Puis la différence c'est qu'il y a des exemples maintenant qui ont marché, donc forcément t'es jeune, tu vois que Gazzotti ça a marché, tu te dis pourquoi pas moi, quoi. Qu'avant les premiers c'était peut-être un peu plus compliqué, je suis d'accord. Mais parce que les calendriers étaient construits différemment. Aujourd'hui les grosses équipes, elles cherchent beaucoup de fraîcheur sur leurs gros éléments pour qu'ils arrivent entre guillemets dans les matchs coup près avec justement beaucoup de fraîcheur physique. Donc quand t'es jeune, t'as de la place. Et puis mine de rien, les joueurs d'équipe de France sont plus protégés, donc beaucoup plus préservés qu'il y a 5-6 ans et plus. Donc, même si c'est pas encore assez. Oui. Même si il y a déjà eu quand même du progrès, quoi. Mais s'il y a encore des règles qui vont dans le sens de protéger un petit peu les gros joueurs du 15 de France ou les joueurs à gros profil, ça va être encore mieux pour la formation des gifs français, tu vois.
franchement, le top 14 pour ça, pour faire éclore des jeunes Français, il est quand même bien fait avec ce règle de GIF, la protection des internationaux, les crédits internationaux donnés au club pour augmenter le salary cap. Enfin, on a trouvé le bon format. C'est tout des petites choses où, justement, les cas comme Avogadro ou Del Puech, en fait, on est optimiste pour eux, là où quelques années en arrière, on se serait dit anecdotique. Tu vois. Du coup, au niveau des départs, pas mal de joueurs qui n'ont pas trop joué. Boniface, Swinton. C'est dur. Boniface, il a fait quasiment toutes les feuilles. Non, cette année, il n'a pas joué, les gars. Allez, je vous sors la stats. En tout cas, sur la deuxième partie de saison, on l'a beaucoup vu. Dès la blessure de Perchaud. Tu nous sors la stat? Ouais, je vous sors la stat. 9 matchs. Alors, 9 matchs pour une première ligne sur une saison. On est à la limite. Disons que c'est utile. C'est utilisé, quoi. Bon, ok, alors Swinton, Bobby Bissou, Carberry qui avait joué 8 matchs. 8, c'est bon, ça passe? C'est pas beaucoup? Ouais, c'est bon. Et donc Boniface qui a joué 9 matchs. La grosse perte, quand même, c'est Vern Teifer, qui lui a 13 titus, plus de 1000 minutes jouées cette année. Donc ça, c'est... Qui a parfois été aussi capitaine de Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est vraiment la grosse perte. Et puis pour finir, Tamboué qui était parti déjà au cours de saison. Et Larag qui est prêté cette saison. Au même titre que Bobby Bissou, qui est lui aussi prêté. C'est deux jeunes qui sont prêtés avec on suppose, des clauses de retour si jamais il y a un besoin réel au poste. Après, Vern Teifer, c'est la grosse perte, entre guillemets, de l'intersaison de Bordeaux. Mais ils l'ont beaucoup déclaré. C'est une perte qui n'était pas voulue. C'est une perte un peu subie par rapport aux contraintes du salary cap. Après, pour le joueur, aller chercher un projet où il sera peut-être plus important, peut-être que ça peut être un peu déclencheur aussi pour la suite de sa carrière. Il a déjà 29 ans, mais c'est comme ça. Oui, puis numériquement, il reste quand même remplacé par Tom Willis, quoi. Donc, disons qu'en termes de profondeur en troisième ligne, je pense qu'ils n'ont pas trop de problèmes. Non, ça devrait aller. Ils n'ont pas trop de problèmes. Bordeaux, c'est peut-être la troisième ligne la plus étoffée du top 14, donc à mon avis, c'est un départ... notable, mais qui sera très certainement compensé. Quoi. Au niveau des prolongations, énormément, comme toutes les grosses équipes, comme toutes les équipes, il y en a 12, il y en a beaucoup, Buros, Rayassi, Huberti, gros travail à droite, Falatea, Sadi, Taufa. Encore du bon boulot, un staff qui prolonge ses joueurs, quoi. Ça leur reste néanmoins sur les prolongations du travail sur quelques leaders identifiés, et on va voir s'ils n'auront pas des contraintes de salary cap qui vont peut-être pas leur permettre de garder tout le monde. Il y a Gazzotti qui est dans ce cas-là, il y a Tameifuna, Bielbarret, il y a aussi Jefferson Poirot, quid s'il rempile ou pas à la fin de son contrat. C'est quand même des noms importants, des noms qui ont amené Bordeaux à des titres, donc il leur reste du travail sur ces points. Ouais, c'est un gros chantier encore à faire. On se mouille à donner la note. Ouais, je peux. Vas-y, j'y vais alors, si personne veut y aller. Vas-y. Moi, je vais mettre la note de 6 sur 10. Ok. Parce que je trouve qu'on en a parlé un peu au début, mais pour moi il manque vraiment une deuxième charnière. Et là il mise sur Hugo Reus, qui a changé 3 fois de club en une saison, qui peine à confirmer. À confirmer, alors que c'était un jeune en devenir. Alors à voir comment ça tourne, mais je trouve que c'est risqué en tout cas. Pour une équipe qui veut jouer, on sait, les deux tableaux, il y a besoin d'une deuxième charnière, quoi. Donc, je te rejoins aussi, je voulais donner la note de 6. Après, sur le sujet du numéro 10, je pense qu'ils sont complètement bloqués par les exigences du salary cap. Il y a beaucoup d'équipes du haut de tableau qui font le choix d'avoir un vrai deuxième larron important, mais entre guillemets, les profils à trouver sont durs. Je pense que c'est des postes qui coûtent cher. C'était d'être numéro 2. Et surtout derrière Jalibert, quoi. De savoir que vraiment, il n'y a pas de contestation possible sur le fait que dans les grosses échéances, tu ne vas pas jouer. Et tu vois, je trouve que Larag a fait du bon boulot, j'ai trouvé, moi, quand il a joué. Mais c'est jeune, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'il veut pas mieux ça que Hugo Reus en fait, le truc, c'est que je pense que c'est un timing de contrat. Joseph Larag, il a 20 ans. Ils se disent, autant le retrouver à 22 ans avec peut-être 2 saisons pleines
à Béziers dans les jambes et beaucoup de temps de jeu. Et du coup, là, ils auront une vraie réponse sur un éventuel numéro 2. Ouais, mais ton numéro 2 derrière Jalibert, il va forcément jouer. Il aura quand même des minutes, hein, moi je pense. Ouais, bien sûr, mais je pense tu vois, sur la deuxième partie de saison, ils ont quand même montré qu'ils avaient confiance dans le projet Russ. Moi, je me dis aussi que ce joueur, le jour où il retrouve son état de confiance qu'il avait notamment quand il était avec les U20, parce que quand il jouait avec les U20 français et qu'il était lancé avec La Rochelle, on était un petit peu très optimiste sur la suite de sa carrière. Après, il plafonne un petit peu, je pense, sur les exigences physiques du haut niveau. Je le trouve... je pense qu'il a encore un cap à passer, même si j'ai la sensation que c'est un bon professionnel, mais ils vont lui donner du temps. Là, oui. Après, est-ce que ça va suffire à faire tourner une cylindrée quand Jalibert et Lucu ne seront pas là? C'est là toute la question, mais on va dire s'il est mieux entouré autour, ça se trouve, ça va un peu... tu vois bien, si t'as un 10 qui est entouré d'un gros 15 autour simple, de lui, ça va être plus simple. Donc, est-ce que, tu vois, ils vont pas gérer différemment? Tu vois, est-ce qu'ils vont pas se dire notre charnière de rota joue quand on a un 8-2 devant plus installé, dominant, plus dominant, tu vois? Est-ce qu'ils vont pas changer un peu leur stratégie là-dessus? C'est tout le sujet. En tout cas, en neuf, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Je pense que Pagerello fera l'affaire largement. Je pense qu'il va faire une grosse saison sur la saison prochaine. Mais sinon, je suis comme toi, je mettrais un 6 sur 10. Je pense qu'il y a aussi quelques interrogations sur les postes de droitier. Parce qu'ils peuvent être un petit peu embêtés, même si Tammy Funa c'est toujours peut-être le meilleur pilier droit d'impact il est blessé là, non? Il est blessé. Zachary Afan est blessé. Carlus Sadi, il y a toujours un questionnement sur le fait de est-ce qu'il va partir avec les Bocs ou quoi. Il a été récemment sélectionné, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et Tofa c'est pas un joueur de niveau top 14, même si on a tout le respect qu'on a pour lui. Donc il y a 2-3 interrogations non traitées, mais bon, on est obligé de mettre une belle note parce que quand même l'effectif au global, s'il n'y a pas de problème, il fait flipper, quoi. Oui, et puis devant, il se densifie encore. Enfin, c'est vraiment... il y a 2-3 ans, c'était vraiment un peu là où le problème à Bordeaux, et là, il continue un petit peu de se densifier avec Willis. Ouais. Petit à petit... Tu vois, ça fait partie aussi des projets qui font progresser leurs joueurs en interne. Donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait de la grosse progression. Moi, je trouve que leur deuxième, troisième ligne, c'est vraiment bien construit, c'est solide, ça va leur permettre de traverser la saison sans trop d'encombre et de gérer un peu mieux leur gros profil. Tu vois, l'arrivée de Alex Moon, ça va peut-être réduire un petit peu le temps de jeu qu'on demande à un Coleman pour peut-être le garder frais, ce joueur qui a sorti une deuxième partie de saison qui était complètement ahurissante. Donc voilà un petit peu mon avis. Et toi, mon Cabo? Et ben moi, je vais être peut-être un peu dur, mais je mettrai 5 sur 10. La moyenne. Juste parce que pour moi ce deuxième 10 là de stature top 14 il était obligatoire pour Bordeaux pour réussir à faire jouer un peu sur les deux tableaux. Et juste le fait qu'il n'y ait pas cette vraie doublure à la charnière, mais moi j'y crois. J'y crois. C'est encore un pari, mais ils en ont fait quand même. Ça fait quelques années qu'ils font un peu des paris sur ce poste de deuxième 10 et que ça marche pas. J'espère que ça va fonctionner avec Russ, mais voilà. Moi, disons que j'ai beaucoup plus confiance dans leur positionnement sur un Hugo Russ, un jeune qui peut se développer, que sur un Carberry qui avait été choisi un peu. Ouais, mais. Tu vois, Robinedo Tiet, tu vois. Ouais. Oui, à voir. Moi, malgré le fait que vraiment sur l'effectif, à part ce poste-là, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Ça fait vraiment envie, ça fait vraiment plaisir. Mais c'est une grosse donnée du top 14. C'est une grosse donnée, hein, vraiment. Pour moi, si t'as pas un deuxième 10 et qui est capable d'assurer quand même des grosses minutes, c'est obligatoire. Oui, par exemple, le profil d'un Pierre Poplin qui est parti à Vannes, par exemple, parce que c'est lui qui me vient en tête, ça aurait été intéressant. Voilà, exactement. Après, encore une fois, je vais les comparer à Toulouse, mais à Toulouse, au final, je me rends compte en y pensant, c'est pareil, quoi. Ouais, mais il y a quand même des polyvalents. Tu vois, il y a Ramos qui est polyvalent, il y a Malia, il y a quand même des gros noms, tu vois, qui peuvent jouer. Oui, mais c'est polyvalent. Il y a de la polyvalence. Et ce que je te disais, c'est isoler un mec, mais dans un effectif
bien entouré. Du coup, tu réduis un peu son importance. Oui, là, Russ, il sera bien entouré. Hein. Je pense qu'il sera bien entouré, donc je pense que c'est pour ça qu'à mon avis, ça va marcher. Bon, après, ils ont peut-être... on est un peu dur sur la note, mais après, c'est quand même un effectif qui est pléthorique. Ah oui, c'est clair. Très profond, notamment sur les postes de 2e, 3e ligne. Donc là, c'est vraiment la note de l'intersaison, mais ça ne reflète pas un petit peu l'avis qu'on va avoir sur la globalité du projet. Et puis surtout, pour moi, ils ont fait la recrue du top 14. Hein, tu vois. Pour moi, Tom Willis, dans son profil, c'est clairement la recrue parce que il peut se batailler, on va dire, avec d'autres noms, style Menoncello, par exemple, qui arrive à Toulouse. Sauf que lui, il va être là toute l'année. Il va être là toute l'année. Ils ont quand même fait du gros boulot ces dernières saisons sur les postes d'avant, notamment, parce que on se souvient qu'au début, de la grosse formation derrière, de la grosse formation, puis même ils ont développé des profils, ils sont allés chercher des jeunes intéressants, notamment des gars comme Tian Jacobs, enfin des mecs que tu te dis dans 3 ans ça va être des machines quoi. Mathieu aussi. Tian Jacobs, faut vite le sécuriser à lui faire 2-3 convocations en équipe de France, parce que vraiment c'est vraiment pas mal quoi. C'est vraiment pas mal. Donc voilà un peu, On bascule sur le joueur à suivre, ou tu voulais rebondir encore, mon Cavo ? Non, c'est bon. Les gros chantiers, ils sont à droite, on va dire, et puis sur le poste de 10. Donc à voir un petit peu comment la saison de Bordeaux va se dérouler. Mais leur gros défi, c'est de répondre à de la performance quand leurs leaders ne sont pas là. Est-ce qu'ils vont réussir à corriger le tir sur la saison prochaine ? On verra. Prono ? Je démarre. Vas-y. Moi, je les vois 2e du top 14 l'année prochaine. Donc, grosse progression. Non, mais tout simplement parce que je pense que la structure, elle est assez bien faite pour apprendre de leurs erreurs. Tu vois, je pense aussi qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau attendu la saison dernière. Donc, j'ai notamment parlé de Martin Pagerello sur la 2e partie de saison. De Carberry. Je pense qu'ils vont avoir à cœur de corriger, et peut-être en faisant un arbitrage à se dire on joue peut-être un peu moins fort la phase de poule de Champions Cup, quitte à ne pas avoir, on va dire, le déroulé rêvé sur les phases finales, à faire que recevoir, parce que ce format de Champions Cup est quand même mal construit, à se dire que parfois tu vas perdre la Champions Cup par un match de poule perdu, notamment c'est ce qui arrive à Toulouse depuis 2 ans. Mais je pense qu'ils vont justement avoir une réflexion autre sur les phases de poule de Champions pour mieux figurer en top 14, et à mon avis, en termes d'objectif club, le Champions, c'est bon, ils l'ont eu 2 fois. Est-ce qu'ils vont pas tourner leur focus plus sur le top 14 ? Et pour moi, la construction de leur effectif, hormis les petites inquiétudes qu'on a, elle est quand même hyper cohérente, hyper profonde. Ils ont des super profils, en 2e, 3e ligne, mais même au poste d'ailier. Donc pour moi, ça va être 2e, et sans trop de problèmes. Pour moi, il va y avoir une locomotive à deux têtes. Je peux me tromper, mais j'ai la sensation que c'est l'année où Bordeaux est mieux en top 14. Je suis... Mais pour moi, par contre, il faut traiter assez vite en intersaison ce cas Thibaut Giroud. Parce que, voilà, simplement. Je suis d'accord, en allant encore plus loin que toi. Moi, je les vois finir premier. Je pense qu'ils ont été complètement piqués par cette 8e place. Que... dans leur tête, ça va les rendre fous, quoi. Et moi, je les vois bien jouer presque que le top 14, entre guillemets. Et du coup, finir premier dans une locomotive à 2, comme tu as dit, ça, je suis d'accord aussi, mais passer devant Toulouse cette année. Ah ouais, tu les vois faire un peu l'impasse sur la Champions Cup, toi. Ouais, presque, ouais. Ça, c'est quand même une grande question. Ça va être une grande question. Pas l'impasse, mais tu vois, de prendre plus de risques sur des matchs de poule. Parce qu'on voyait, tu vois, par exemple, Bordeaux, ils mettaient un gros focus. Et même quand ils avaient des déplacements, je sais pas, je pensais aux Stormers ou aux Bulls ces dernières années, des longs déplacements durs, ils envoyaient toujours une équipe, tu vois, ultra compétitive, tu vois. Et ça demande de la dépense énergétique. C'est des longs voyages, que tu mets de la fatigue sur des profils importants dans leur effectif. Je pense qu'ils vont mieux gérer ces phases un petit peu où il y a un carrefour de match en début de saison, pas forcément les plus importants, pour être mieux sur la fin de saison. J'ai pas la poule de Bordeaux l'année prochaine en Champions Cup, mais est-ce qu'ils vont en Afrique du Sud ou pas ? Je l'ai pas non plus. C'est une question importante aussi, mine de rien. Oui, non, mais bien sûr. Mais je pense que qu'ils aillent sur un déplacement d'Afrique du Sud ou pas, à mon avis, ils vont l'arbitrer comme ça. Enfin, tu vois, j'ai la sensation, parce que je pense aussi que
tu vois, de toutes ces générations, là ils ont quand même une génération un peu dorée à Bordeaux, je pense que finir sans titre de top 14, qui est quand même pour un joueur français peut-être plus glorifiant qu'une Coupe d'Europe, ce serait une faute de goût, tu vois. Ce serait une faute de goût. Ouais, c'est un débat, hein. Je sais pas s'il vaut mieux être champion d'Europe ou champion du top 14. Ça, c'est un autre débat, mais est-ce que, tu vois, dans leur construction de saison prochaine, ils vont changer leur fusil d'épaule ? Moi, je les vois bien mieux gérer notamment leur rota. Parce que là, tu vois, ce qu'ils ont fait beaucoup et ce qui leur a causé des défaites un petit peu à domicile, c'est que des fois, ils faisaient jouer à domicile un petit peu leur charnière de rota, tu vois, en essayant de bien l'entourer. Mais ça avait du mal à prendre, parce qu'ils ont 4 défaites à domicile, mais ils ont notamment un match, je crois, contre Bayonne à domicile, qui était pas, ils étaient pas loin d'en avoir un peu plus. Tu vois, je pense qu'ils vont réfléchir différemment. Après, à voir comment. Et moi, mon prono, je les vois deuxième aussi, dans cette logique-là. Presque 3, toi, apparemment. Hein. Ouais, presque 3, parce que je vois Montpellier jouer aussi la course au top 2. Mais, tu penses 3 devant, tu penses ? Ouais. 3 devant. Ouais, je pense que ça sera disputé. Il n'y aura pas un gap entre la deuxième et la troisième place, à mon avis. Et, mais du coup, tu vois aussi la saison dernière de Bordeaux, toi qui étais plus mesuré, comme potentiellement un accident de parcours. Oui, c'est sûr. En fait, tout dépendra de leur gestion de la Champions Cup cette année. En fait, c'est ça que mon point d'interrogation. Je sais pas trop comment ils vont le gérer. Est-ce qu'ils vont, au final, se dire, si on est encore champion d'Europe, ça nous convient, quitte à être un peu moins bon sur le top 14, ou alors est-ce qu'ils se disent, cette année, on veut vraiment être champion top 14 et on fait un peu plus l'impasse sur la Champions Cup. En vrai, ils disent quand même souvent que la Champions Cup leur correspond bien, l'arbitrage, tout ça, que c'est le jeu qu'ils veulent faire. Et donc, c'est vrai que... on est passé un peu vite. On a fait nos joueurs à suivre ? Non, mais on le fera après. C'est Cavo qui a lancé sur les pronos. Ah ouais ? Non, moi j'étais inspiré, je buvais les pas. Non, je pense que c'est moi qui ai lancé. C'est pas grave, on le fait dans l'autre ordre. Oui, c'est pour ça que on cite un petit peu notre joueur à suivre ? Ouais. Est-ce que je peux démarrer ? Il va me piquer le mien, je suis sûr. Hein ? Vas-y. Pour moi, mon joueur... Tu veux démarrer ou pas ? Non, vas-y. Moi, je peux retourner ma veste et tout. Sinon, on dit en même temps. Pour l'instant, on n'a encore pas trouvé le même joueur à suivre. Hein. Tous les clubs qu'on a fait, donc... non, moi, mon joueur à suivre pour l'année prochaine, je l'ai pas vu, t'inquiète. C'est Gaëtan Barlow. C'est vrai. Non, c'est bon, c'est vrai. Non, c'est Gaëtan Barlow parce que, tu sais, on a dit que la vraie bascule de Bordeaux, c'était quand même gérer ces périodes un petit peu sans leurs ultra-leaders. Aujourd'hui, il y a un mec qui est en train de changer de statut auprès de l'équipe de France, c'est Maxime Lamotte. Avant, c'était pas, automatique qu'il soit 3, qu'il soit 3 et que parfois il soit renvoyé en club, tu vois. Donc je pense qu'il faut qu'il augmente son niveau de jeu parce que l'année dernière, saison un peu de transition, il arrive, il faut qu'il se fasse au projet et tout ça. Ce serait bien pour Bordeaux qu'il retrouve un Gaëtan Barlow à l'image de ce qu'il faisait à Castres, tu vois, où il était même prétendant à l'équipe de France parce que toutes les grosses cylindrées sur le poste de talonneur, elles ont un numéro 1 mais aussi un numéro 2 de très haut niveau qui est capable de tenir la baraque quand le numéro 1 n'est pas là et je pense qu'il faut qu'il retrouve un niveau plus intéressant pour que Bordeaux puisse prétendre justement à être performant sur, on va dire, le long terme du top 14, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est Gaëtan Barlow. Est-ce qu'ils sont pas aussi un petit peu ledge à ce poste de talonneur quand même derrière ? Ça va de pair parce que Condorcet, il a du mal, il plafonne, il a du mal à répondre aux attentes qu'on plaçait en lui. C'est un gros potentiel physique, Condorcet, mais par contre, relancer, par exemple, sur les phases arrêtées, c'est plus compliqué. Donc du coup, c'est pour ça que pour moi, le rôle de Gaëtan Barlow, il prend encore plus d'importance. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il soit une vraie locomotive pour driver l'équipe quand Maxime Lamotte n'est pas là, quoi, tout simplement. Hein, donc voilà. Moi, mon joueur à suivre, ça sera Damien Penaud. Damien. Parce que j'aimerais qu'il retrouve l'équipe de France et ça passera par des grosses performances à Lens notamment. L'arrivée d'un Dan Duplessis va faire du bien. Le retour de blessure de Nicolas Deporter va faire que...
Ouais, bah il après, il a pas été normalement- déconnant au centre. Non, mais loin il de était là. très bon au centre, mais ouais. sauf qu'en équipe de France. Il est Oui, parfait c'est dans pas le compté au sens centre. du Oui, Voilà. bien sûr. Donc si Pour lui, veut, c'était pas bénéfique. Ouais. S'il veut revenir en équipe de France, il va falloir qu'il retrouve des grosses perfs à l'aile. Donc je l'attends moi sur ce point-là. J'espère qu'il va refaire la bascule. Ouais. Et je pense que, tu vois, tous les recrutements de jeunes prospects qu'ils ont fait, ça va peut-être un peu l'éveiller, tu vois, ça va amener peut-être de l'émulation positive. Tu vois, c'est un jeune qui arrive à 19 ans, qui travaille comme un chien, qui fait ses premières rencontres, qui est plutôt bon. Bon, il sera jamais inquiété dans un rôle de titulaire au poste pour jouer les grosses échéances, mais ça va peut-être leur faire basculer dans un nouveau challenge de carrière pour Damien. Ouais. Après, je pense pas qu'il ait besoin d'un jeune qui le pousse. Juste le fait Non. de plus trop être sélectionné en équipe de France. La Coupe du Monde, c'est déjà ça. C'est Hein. déjà la motivation. Mais moi aussi, j'aimerais qu'il retrouve. Mais tu vois, quand on parle du groupe France, pour moi, il est essentiel au bon fonctionnement du groupe France qu'il ne joue ou qu'il ne joue pas. Tu vois, de par sa présence, de par en gros ce qu'il dégage, ce qu'il amène, même dans l'émulation collective, même dans le fait qu'il réponde au fait que c'est un profil différent des profils qu'on utilise actuellement sur le poste d'ailier droit en équipe de France. Donc il faut qu'il revienne à son plus haut niveau, parce que si on doit être champion du monde, ça passera par un groupe avec Damien Penaud, en tout cas pour moi. Je suis d'accord avec toi. Et moi, mon joueur à suivre, ce sera... Ce sera Falatea. Sipili. Je pensais que tu allais le dire, Pierrot. Je sais que tu l'aimes bien. En plus. Ouais. Non, Pierre a un peu tout dit ce que je voulais dire, mais Tamefuna est pété. Il en a encore pour 5-6 mois, je crois, donc ce qui laisse pas mal de temps derrière. Sadip aussi. Autant que ça ? Ouais. 6 mois pour revenir, d'accord. début juin, ouais, un peu moins, mais. Oui, encore 4 mois au départ de la saison. Voilà. Donc, Sadip peut être appelé en équipe nationale encore potentiellement, il a été récemment, Oui, ce qui pourrait donner encore énormément de place. Et puis Falatea qui revient bien aussi, on l'a vu en équipe de France. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, ça faisait longtemps qu'il était sur un chemin de croix, en gros, où il tâtonnait avec les blessures, tout ça. Et en plus, tu sais, on avait déjà parlé sur le podcast, mais pour la trajectoire équipe de France, on en avait parlé notamment quand on faisait le bilan du Nation championnat des nations, mais en équipe de France, c'est ouvert, quoi. Donc, une grosse saison, et on n'est pas à l'abri qu'il revienne un petit peu dans les standards qu'il avait, notamment sur le dernier mandat Coupe du Monde. Quoi. Non, clairement. Donc, à voir ce que ça donne. Mais un style de jeu gazé, moi j'aime bien, avec un gros step inté là. Très actif dans le jeu. Très actif dans le jeu, mais qui a aussi bien progressé sur ses phases de mêlée fermée. C'est un pilier stable, pas dominant, mais stable. Ça peut peut-être nous apporter quelque chose, notamment au niveau du 15 de France. En tout cas, très bon choix, Max. Très bon merci. Et surtout, et en plus, il y a Zakaria. Il vient de re-signer, puis il y a Zakaria Afan qui lui aussi est blessé. Bah ouais, et comme je vous l'ai dit, c'est comme un peu bizarre. Enfin, bizarre non, c'est la vérité, mais qui semblerait qu'il soit reprêté à Brive à la fin de sa blessure. Bah en fait le problème c'est que pour Zakaria Afan, le timing pour chercher du temps de jeu avec l'UBB, c'était peut-être pendant l'absence de Tamifuna. S'ils ont deux blessures qui coïncident à la même date de début, la même date de fin, au final quand Tamifuna va revenir, s'ils ont Falatea, Sadi, Tamifuna, va falloir encore donner du temps à Afan, donc autant qu'il se fasse la main en Pro D2 plutôt qu'il végète dans un projet surtout top 14 en blessure, quoi. Surtout à Brive, quoi. J'aime bien les clubs top 14 envoyer leurs piliers à Brive pour les former en première ligne. Voilà. C'est Bamba qui avait fait ça, non? Bamba prêté à Brive. C'est vrai, putain. Bamba formé à Brive. Formé à Brive. Ouais, mais ça aime bien un petit peu le terroir à Brive. Donc voilà, c'est tout bon. Bah ouais, on a fait le tour là. On a fait un peu dans l'inverse. J'espère que vous allez vous y retrouver. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant que je clôture un petit peu cet épisode? Non, écoutez, merci de votre écoute aujourd'hui. Pensez à nous liker, à vous abonner, à toujours chercher à partager votre avis avec nous, parce que c'est toujours très intéressant de vous lire. La chaîne grandit doucement, on avance ensemble, et on espère que de plus en plus de partisans d'Esprit Rugby vont nous rejoindre et débattre avec nous. On vous laisse avec cet épisode de l'UBB, on espère qu'il aura été agréable à écouter, et on se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Ciao l'équipe. Ciao. Salut à tous.